Alors ce qui était assez, singulier et c'est vraiment ce qui s'est cassé sur la dernière période, c'est qu'il y avait un lien très fort entre la résidence et le travail. C'est-à-dire que dans ces petites communes ouvrières ou en général dans la banlieue parisienne ou dans les zones où le parti communiste était, influent, il y a vrai et puis en général, donc pour les milieux populaires, il y avait une articulation très forte entre, le lieu de résidence et le lieu où l'on travaillait et si bien que la fierté, d'appartenance à la classe ouvrière, ça rejaillissait partout et on identifiait les personnes par rapport à leur entreprise, donc tout le monde savait, où la personne, travaillait et en gros, l'industrialisation en France a fait en sorte qu'il y avait souvent donc, un certain monopole de certaines entreprises dans les localités et une réduction, en fait, on pouvait voir une lutte de classe à l'échelon local qui se déroulait à la fois dans l'entreprise et dans les localités, donc avec des différentes oppositions donc entre cadres et puis ouvriers qui rejaillissaient notamment lors des élections municipales. Et donc là, ça a donné lieu à différentes alliances, et notamment, donc je pense qu'il faut insister sur ce point, c'est que souvent, en fait, il y avait une alliance entre les militants ouvriers de l'usine et les enseignants de la localité. Et en réalité, donc, le mouvement ouvrier, en fait, il n'était pas que ouvrier. En fait, en fait, il y avait beaucoup d'instituteurs et d'institutrices alliés avec des militants ouvriers. Et c'est vraiment ces deux composantes qui ont fait la force du mouvement communiste et qui a fait en sorte qu'il y a eu une destitution, notamment des notabilités locales, puisque souvent en face, au fait, il y avait donc les cadres de l'entreprise qui étaient alliés avec les professions libérales et les gros commerçants de la commune. Donc là, de leur côté également, il y avait différentes alliances locales. Et en face, donc, ouvriers et puis petite bourgeoisie culturelle pour s'opposer à cette domination. Mais ce qui était important, voilà, c'est le fait que l'identité ouvrière, elle rejaillissait partout. Et peut-être qu'on peut en dire deux mots aussi, c'est que la notion de classe ouvrière, qui était structurée très fortement, puisque les ouvriers avaient le sentiment d'appartenir à la classe ouvrière. Il y avait des organisations qui parlaient au nom de la classe ouvrière. Mais en fait, ça avait une force au-delà simplement des ouvriers d'usine, puisque donc on y reviendra sûrement, mais il y avait beaucoup de paysans qui étaient aussi au Parti communiste. Il y a ces enseignants que j'ai évoqués. Et donc il n'y avait pas que les ouvriers qui se reconnaissaient dans la lutte pour l'émancipation de la classe ouvrière. Donc c'était beaucoup plus large que ça. Et en gros, c'était le symbole de la lutte contre les dominations, mais les dominations en général. Et donc il faut, parce que souvent on dit maintenant tout est différent puisque il y a moins d'ouvriers, c'est fragmenté, la classe ouvrière elle est plus comme avant, mais il faut savoir qu'avant, les paysans se revendiquaient de la classe ouvrière, même quand ils étaient propriétaires, et votaient pour le parti de la classe ouvrière, et les enseignants, comme je l'ai évoqué, étaient vraiment une force principale dans cette mobilisation, et alors qu'ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière. Donc, en fait, cette notion de classe ouvrière, elle est à la fois, c'est une notion à la fois sociale et sociologique pour travailler sur un groupe social spécifique d'ouvriers, notamment ceux qui travaillent en usine, mais d'un point de vue idéologique et politique, et ce qu'a porté le Parti communiste, c'était une notion beaucoup plus vaste que ça. Il y avait une identification à l'émancipation de la classe ouvrière, indépendamment du fait d'appartenir ou non à ce groupe. Donc ça permet de relativiser ce qu'on dit sur la période contemporaine en disant que maintenant c'est intenable comme position puisqu'il n'y a plus de classe ouvrière. Mhm.